Avant, je pensais que quelque chose n'allait pas chez moi. Que peut-être, si je parlais moins, souriais plus, faisais plus d'efforts, il m'aimerait. Mais peu importe ce que je faisais, mon père ne me regardait jamais comme il regardait mes frères. Jamais avec fierté. Jamais avec chaleur. Juste de l'indifférence. Je m'appelle Alina, et en grandissant, j'étais l'invisible dans ma propre famille. Mon père, Richard, n'était pas du genre à crier. Il n'élevait jamais la voix. Il n'en avait pas besoin. Son silence disait tout. Quand j'ai eu des A à l'école intermédiaire, il a à peine hoché la tête. Mais quand mon frère, Jake, a réussi une seule matière qu'il ratait, papa lui a tapé dans le dos et a dit « C'est mon garçon ». J'avais 12 ans quand je l'ai réalisé pour la première fois. C'était la fête des pères. J'avais passé des heures à fabriquer une carte, la décorant avec des autocollants scintillants et un poème que j'avais écrit moi-même. Je la lui ai donnée après le dîner, mon petit cœur débordant d'espoir. Il y a jeté un coup d'œil, a marmonné un merci et est retourné regarder le match à la télévision. 5 minutes plus tard, mon frère, Ryan, est entré, lui a lancé une tasse achetée en magasin qui disait le papa numéro 1, et papa a agi comme s'il venait de recevoir un trophée au Super Bowl. Je me souviens d'être resté là, la carte toujours serrée dans ma main, me demandant pourquoi la mienne n'était pas suffisante. C'est toujours à cela que ça se résumait, je n'étais jamais assez. Ryan et Jake étaient les chouchous. Ryan était l'athlète, battant toujours les records de l'école et obtenant des articles dans le journal local. Jake était le beau parleur, charmant les professeurs, les parents et tous ceux qui croisaient son chemin. Et moi? J'étais la silencieuse, la lunatique, la fille qui passait trop de temps dans sa chambre à écrire des histoires ou à dessiner. Ma mère essayait d'équilibrer les choses. Elle me serrait fort dans ses bras et murmurait « Tu es spéciale aussi, ma chérie ». Mais même elle connaissait la hiérarchie dans notre maison. Si Ryan voulait la dernière part de pizza, il l'obtenait. Si Jake avait besoin d'argent, papa le lui remettait, sans poser de questions. Une fois, j'ai demandé un nouveau carnet de croquis, et papa a dit « À quoi bon ? Tu abandonneras à mi-chemin comme tout le reste. » Cela m'a blessé plus profondément qu'il ne le saura jamais. Au dîner, je m'asseyais tranquillement pendant que papa interrogeait mes frères sur leurs projets, leurs objectifs, leurs journées. Il ne me posait jamais de questions. Pas une seule fois. Si je prenais la parole, c'était généralement accueilli par un grognement dédaigneux ou un sourire forcé. J'ai appris à rester silencieuse, à ne pas interrompre les garçons sous les projecteurs. Mais à l'intérieur de moi, quelque chose grandissait. Pas seulement de la tristesse, quelque chose de plus aigu. De la colère. Une détermination que je ne pouvais pas encore nommer. J'ai commencé à travailler plus dur, me poussant à exceller, non pas parce que je pensais qu'il le remarquerait, mais parce que je voulais compter pour quelqu'un, même si ce n'était que pour moi-même. J'ai arrêté d'essayer de gagner son amour. Au lieu de cela, je me suis concentré sur la construction d'une vie qu'il ne pourrait pas ignorer. Une version de moi qu'il n'aurait pas d'autre choix que de voir. J'étais fatigué d'être la fille oubliée. Un jour, me suis-je promis, il se souviendrait de moi. Non pas comme la fille silencieuse qu'il a rejetée, mais comme la femme qui a tout changé. Si vous étiez entré chez nous pendant les vacances, vous auriez pensé que vous regardiez une publicité pour la famille américaine parfaite, des rires résonnants de la cuisine, mes frères lançant un ballon de football dans le jardin, papa souriant avec une bière à la main. Mais je connaissais la vérité. Je savais ce que ça faisait d'être en arrière-plan dans le film de quelqu'un d'autre. Mes frères, Jake et Ryan, étaient nés pour briller. Du moins, c'est comme ça que mon père le faisait paraître. Jake, l'aîné, pouvait charmer jusqu'aux rayures d'un tigre. C'était le gars qui n'étudiait jamais mais qui réussissait quand même avec un clin d'œil et un sourire narquois. Papa l'adorait. Ils avaient des blagues privées, des chapeaux de pêche assortis et une poignée de main qu'ils avaient inventés quand Jake avait 10 ans. Je me souviens de les avoir regardés une fois du couloir alors que Jake montrait à papa une idée d'entreprise griffonnée sur une serviette. Papa l'a regardé comme s'il venait de résoudre le problème de la faim dans le monde. « Bien joué, mon garçon », a-t-il dit en lui tapant dans le dos. « Tu as le cerveau d'un leader. » Ryan, le plus jeune, était l'athlète en or. Des trophées de football tapissaient ses étagères. Papa allait à tous les matchs, qu'il pleuve ou qu'il vente, et criait depuis la ligne de touche comme un fier entraîneur de lycée. Après que Ryan ait marqué un but gagnant, papa a organisé une fête dans tout le jardin, barbecue, musique, voisins invités. J'étais là aussi,
bien sûr, à mettre les assiettes, à nettoyer. Moi, j'ai eu un bon travail une fois quand j'ai été accepté dans le programme d'excellence. Juste une fois. Pas de fête. Pas de dîner. Juste une phrase en passant pendant le petit déjeuner, entre deux bouchées de pain grillé, programme d'excellence, hein? C'est bien. J'étudiais tard le soir, je me surpassais dans chaque cours, je prenais des emplois à temps partiel pour me payer des cours supplémentaires. J'ai obtenu des certificats, remporté des prix discrets et même obtenu une bourse. Mais mon succès n'a jamais brillé comme celui des autres à ses yeux. Lors des dîners de famille, papa rayonnait de fierté en parlant de la nouvelle start-up de Jack ou du camp d'entraînement de Ryan. Je mentionnais mon stage dans une entreprise prestigieuse, et il hochait la tête, puis se tournait vers mes frères. Bref, disait-il, Jack, parle-leur de cette réunion avec les investisseurs. Le message était clair et net, ils étaient l'événement principal. J'étais l'entracte. Mais le plus douloureux? Je ne détestais pas mes frères. Ils n'ont jamais été cruels avec moi. Ils aimaient être sous les projecteurs, bien sûr, mais ils ne me poussaient pas dans l'obscurité. C'est mon père qui a fait ça, et je ne pouvais pas comprendre pourquoi. J'ai tout essayé, être serviable, être indépendante, réussir. Rien n'a fonctionné. Parfois, je me demandais s'il réalisait Sikira la façon dont son favoritisme m'écrasait. D'autres fois, je savais qu'il le savait et qu'il s'en fichait tout simplement. Je me suis dit de laisser tomber, de me concentrer sur moi-même, de ne pas avoir besoin de sa validation. Mais au fond de moi, je la souhaitais encore. Juste une fois, je voulais qu'il dise « Je suis fier de toi, Alina ». Non pas parce qu'il le devait, mais parce qu'il le pensait vraiment. Ce moment n'est jamais arrivé. Mais un autre est arrivé. Un qui allait tout changer. Pas comme il s'y attendait, et certainement pas comme il le voulait. C'était censé être mon moment. L'aboutissement d'années passées à brûler la chandelle par les deux bouts, à sacrifier des soirées sociales et à me noyer dans le doute de moi. J'avais construit ma petite start-up, une plateforme numérique innovante qui allait révolutionner le marché local. Ce n'était pas seulement une entreprise, c'était l'incarnation de chaque nuit blanche, de chaque larme et de chaque moment silencieux de détermination. J'y avais mis toute mon âme, croyant que, finalement, ma valeur serait indéniable. L'événement de lancement s'est tenu dans une salle de conférence élégante et moderne du centre-ville. Les investisseurs, la presse locale et les leaders de l'industrie ont afflué, les yeux pleins de curiosité et d'anticipation. J'ai pris la parole avec un mélange tremblant d'excitation et de peur, mon cœur battant comme s'il essayait d'échapper aux limites de ma poitrine. J'ai commencé à parler de ma vision, des innombrables obstacles surmontés et de la promesse d'un avenir meilleur que ma plateforme représentait. La salle était silencieuse, suspendue à chaque mot que je prononçais. Pour la première fois, je me suis senti vu. Vraiment vu pour ce que j'avais accompli par mes propres mérites. Après la présentation, l'énergie dans la salle a changé. Les poignées de main et les félicitations ont afflué, et j'ai même capté des bribes d'éloges d'investisseurs chevronnés qui voyaient du potentiel dans mon travail. Avec un sourire prudent, je me suis dirigé vers un coin plus calme, me permettant un bref moment de soulagement et de fierté. Pourtant, au fur et à mesure que la soirée avançait, cette fierté allait bientôt être brisée. Plus tard dans la semaine, la famille s'est réunie à la maison pour un dîner de fête. Une réunion habituelle qui consistait autant à mettre en valeur les réalisations qu'à afficher la hiérarchie. Dans la salle à manger faiblement éclairée, mes frères sont arrivés avec leur assurance habituelle, chacun échangeant des histoires de victoires et d'étapes franchies. L'air était chargé de triomphes tacites qui avaient longtemps été cristallisés dans la tradition familiale de favoritisme. Lorsque le dîner a commencé, mon père, Richard, a pris sa place habituelle en bout de table. La conversation a coulé, mais inévitablement, le sujet s'est tourné vers les réalisations. Je m'attendais à un moment de reconnaissance silencieuse, un hochement de tête, un mot de respect. Mais au lieu de cela, le récit a rapidement pivoté. Mon père, avec son aisance habituelle, a commencé à raconter les derniers exploits de la famille. Ryan a frappé son 3e coup de circuit cette saison, a-t-il dit, la voix pleine de fierté, faisant une pause pour les rires de la famille réunie. Et Jack, j'ai entendu dire que tu avais conclu un autre gros contrat pour ta nouvelle entreprise. Fantastique travail, fiston. Ces mots sortaient comme des répliques bien répétées dans une pièce de théâtre familiale, chacune gagnant ses applaudissements. J'ai éclairci ma gorge, essayant d'insérer ma voix dans la conversation. Je viens de lancer ma propre entreprise, ai-je commencé,
pleine d'espoir. Mais avant que je puisse développer, mon père m'a interrompu d'un geste dédaigneux. « Oui, oui, nous savons que tu es occupée, ma chère, a-t-il dit légèrement, presque comme s'il faisait référence à une tâche insignifiante. La pièce est tombée dans un bref silence gênant. Quelques hochements de tête ont été échangés, mais personne n'a relevé mon intention de triomphe. Ce bref rejet, cette froide interruption, m'ont traversé d'un choc. Je me suis souvenu des innombrables fois où j'avais annoncé mes petites victoires, seulement pour les voir réduites à un simple bruit de fond, éclipsées par les applaudissements bruyants de mes frères. À ce moment-là, le poids de chaque effort ignoré, de chaque compliment snobé et de chaque mépris tacite s'est écroulé comme un raz-de-marée. Les graines du changement avaient été semées. Assise là, au milieu de la clameur de la fête pour mes frères, j'ai ressenti une clarté ardente et féroce. J'ai réalisé que peu importe la hauteur à laquelle je grimpais, ou le nombre d'étapes que j'atteignais, je ne serais jamais reconnu par la personne dont j'avais tant désiré l'approbation. C'est à cet instant déchirant que j'ai compris, je ne pouvais plus jouer le rôle silencieux dans ce drame familial tragique. Je construirais une vie si brillante, si indéniable, qu'il ne pourrait plus me rejeter. Et s'il continuait à voler mes moments, alors peut-être finirait-il par faire face aux conséquences de son favoritisme sans fin. Après ce dîner, quelque chose en moi s'est éteint. Non pas par colère, mais par lucidité. J'ai arrêté d'essayer, non pas dans le sens d'abandonner, mais dans le sens de ne plus rechercher une approbation qui ne viendrait jamais. Je ne me suis pas disputé. Je n'ai pas expliqué. Je n'ai plus demandé à être entendu. Je suis simplement restée silencieuse. J'ai commencé à passer moins de temps aux réunions de famille et plus de temps en silence. Juste moi et mes objectifs. J'ai déménagé de la ville, loué un appartement modeste mais tranquille à la périphérie de la ville, et je me suis plongé dans mon travail comme si c'était de l'oxygène. La start-up que j'avais lancée, à peine remarquée par ma propre famille, était maintenant mon monde. Elle ne rapportait pas beaucoup au début. J'ai eu des semaines où le dîner n'était que du pain grillé et du café instantané. J'ai dû prendre des projets en freelance à côté pour rester à flot. Il y a eu des nuits où j'ai pleuré tranquillement sous mon bureau, me demandant si j'étais même faite pour ça. Mais pour chaque doute, il y avait une lueur de détermination. Je n'avais personne pour m'applaudir, personne pour m'encourager, mais je construisais enfin pour moi-même. J'ai appris à corriger les bugs, à rédiger des argumentaires, à gérer les refus et à courir après les clients avec une sorte de faim que seule une personne habituée à être négligée pourrait comprendre. Certaines nuits, je parcourais les médias sociaux et je voyais des photos de Jake à des conférences d'affaires avec papa à ses côtés, ou Ryan tenant encore un autre trophée avec une légende sur la fierté de la famille. Je ressentais cette piqûre familière, comme une blessure qui se rouvrait. Mais je ne l'ai pas laissé m'arrêter. Au lieu de cela, je prenais une grande inspiration, je fermais l'application et je me remettais au travail. Mon succès ne viendrait pas des applaudissements. Il viendrait de la persévérance. J'ai grandi en silence. Pas de mise à jour fantaisiste. Pas de bulletins familiaux. Juste de longues nuits, des efforts acharnés et le client occasionnel qui disait « Vous êtes la seule personne qui a vraiment écouté ce dont nous avions besoin ». Ces mots étaient plus agréables que tout ce que mon père aurait pu dire, parce qu'ils étaient réels. Au bout d'un an, l'entreprise a commencé à prendre de l'ampleur. Notre base d'utilisateurs a augmenté. Un investisseur de niche a trouvé du potentiel dans ce que nous faisions et a injecté des fonds d'amorçage. J'ai finalement embauché une petite équipe, des gens qui, comme moi, savaient ce que c'était que d'être sous-estimés. Ensemble, nous avons construit quelque chose d'incroyable. Malgré tout, je suis restée silencieuse. Je n'ai pas envoyé les emails habituels pour les fêtes. Je ne me suis pas présenté aux événements familiaux avec des histoires de réussite à lancer comme des confettis. Je les ai laissés supposer que j'étais la même fille en arrière-plan, vivant petit. C'est comme ça que je le voulais. Mais en moi, tout changeait. Ma posture a changé. Ma voix est devenue plus ferme. Je n'avais plus peur de prendre de la place. Je n'avais pas besoin de leur validation. J'avais trouvé quelque chose de mieux. Je m'étais trouvé. Pour la première fois de ma vie, j'ai pris des décisions sans hésiter. J'ai acheté ma première voiture toute seule. J'ai signé le bail d'un espace de bureaux élégant avec des baies vitrées. Et je l'ai fait sans avoir besoin de quelqu'un pour me dire bon travail. Je suis devenue la femme que je n'avais autrefois que rêvé de devenir. Celle que mon jeune moi pensait devoir devenir pour eux. Mais maintenant, je le faisais pour moi. Et dans tout ce silence,
je construisais quelque chose de bien plus puissant qu'une carrière. Je construisais la liberté. Je me souviens encore de la première fois où je suis passé devant un miroir et où je n'ai pas hésité. Mon reflet ne ressemblait plus à celui de la fille oubliée. Elle ressemblait à quelqu'un qui s'était sorti des griffes de l'invisibilité et avait créé une vie à sa propre image. Et ce n'était ni bruyant ni tape à accent grave l'œil. C'était une force tranquille. Le genre qui ne demande pas à être vu, mais qui ne peut être ignoré. Et bientôt, il ne pourrait plus m'ignorer non plus. Pas après ce que j'étais sur le point de faire. Je n'étais pas rentré à la maison depuis près de 2 ans. Ni pour les anniversaires. Ni pour les fêtes. Ni même pour les appels téléphoniques obligatoires. Le silence était réciproque. Personne ne m'a contacté pour prendre de mes nouvelles, et je ne m'y attendais pas. C'est le propre d'être oublié, on finit par se sentir à l'aise avec sa propre absence. Mais cette année, j'ai pris une décision. J'ai répondu présent au dîner annuel de la fête des pères. Pas d'explication. Pas de suivi. Juste un simple « je serai là » dans le groupe de discussion familiale. Les réactions ont été un mélange d'émojis et de silence passif. Je pouvais presque sentir la gêne à travers l'écran. La veille au soir, je me tenais devant une élégante voiture de luxe noire dans une salle d'exposition de concessionnaire, signant des papiers sous un faux nom de famille que j'avais légalement changé après avoir lancé mon entreprise. Ils ne le reconnaîtraient même pas. Aucun d'entre eux ne m'avait jamais demandé ce que je faisais ou qui je devenais. À côté de moi se trouvait une petite enveloppe noire. Les bords étaient nets, le papier épais et coûteux. À l'intérieur se trouvait un seul document légal qui allait tout changer. Le jour de la fête des pères est arrivé. Je me suis habillé soigneusement, non pas pour impressionner, mais pour me rappeler qui j'étais devenu. De la confiance dans chaque centimètre carré de tissu. De la puissance dans chaque pas. Lorsque je me suis garé dans l'allée, le moteur de la voiture a ronronné comme un avertissement. Mes frères et sœurs étaient déjà là, trinquant et riant sur la terrasse. Papa était en bout de table, souriant largement, un verre à la main. Le rôle préféré qu'il jouait si bien. Ses yeux se sont tournés vers moi, et pendant un instant, la confusion a brisé son arrogance habituelle. Puis, un sourire. Eh bien, regardez qui a finalement décidé de se montrer. Tout le monde s'est retourné. Je pouvais sentir leur surprise et leur jugement s'installer dans l'air. J'ai souri poliment. Salut tout le monde. Bonne fête des pères, papa. Le dîner était le même mélange de rires forcés et de piques subtiles. J'ai qu'à parler de son nouveau condo. Ryan s'est vanté d'une autre promotion. Papa a hoché la tête et a rayonné comme un roi entouré de princes. Et puis le moment est arrivé. Je me suis levé lentement, le silence attirant l'attention de tous. Je t'ai apporté quelque chose, papa, ai-je dit en regardant directement papa. Je suis sorti, laissant la porte ouverte derrière moi. Quelques instants plus tard, j'ai garé la voiture de luxe dans l'allée, élégante, noire, impossible à ignorer. Je suis sorti, je suis rentré à l'intérieur et j'ai posé la petite enveloppe noire sur la table devant lui. Pour toi, papa. Bonne fête des pères. Des halètements ont parcouru la pièce. Est-ce que c'est une voiture, a demandé Jake, plissant les yeux vers l'allée. Ryan s'est penché en avant. Attends, tu as acheté ça. Papa a regardé les clés puis moi, complètement abasourdi. Il a pris l'enveloppe, ses doigts tremblant légèrement. Qu'est-ce que c'est? Ouvre-la, tout simplement, ai-je dit doucement, ma voix calme et posée. Tout le monde s'est penché pendant qu'il sortait le papier. Pendant une seconde, son expression n'a pas changé. Puis, ses yeux ont commencé à parcourir la page, et lentement, son visage s'est vidé de sa couleur. Sa mâchoire s'est serrée. Qu'est-ce que, c'est que, ça, a-t-il aboyé, me fixant maintenant du regard. Je lui ai adressé un long sourire indéchiffrable. Lis attentivement. Tu verras. Et sur ce, je me suis retourné, je suis sorti et je suis monté dans la voiture. Je suis parti en voiture alors que les cris commençaient derrière moi. Parce que cette enveloppe, ce n'était pas seulement du papier. C'était le document de propriété de l'entreprise qui venait d'acquérir l'entreprise pour laquelle il travaillait. Son travail, sa fierté, son statut, tout était maintenant sous mon contrôle. Bonne fête des pères, en effet. La maison avait le même aspect. Décorée avec goût. Impeccable. Froide.
Ma mère entrait et sortait de la salle à manger comme une ombre silencieuse, remplissant les verres et souriant à des blagues qui n'étaient pas drôles. Mes frères avaient déjà bu quelques verres, et l'air était chargé de vieilles habitudes et de règles tacites. Je me suis assise tranquillement au bout de la table, l'enveloppe noire reposant dans mon sac à main, lourde comme un battement de cœur. Les clés de voiture étaient bien rangées dans la poche de mon manteau, garées juste devant la fenêtre, bien en vue dans l'allée. La conversation tourbillonnait autour de moi comme si je n'étais même pas là. Ryan a parlé de son dernier investissement gagnant. Jake a fait des blagues sur les gens qui louent encore. Et papa, bien sûr, a hoché la tête en signe d'approbation, s'imprégnant de la fierté comme de la lumière du soleil. Alors, comment vont les affaires, papa, a demandé Jake en levant son verre. Papa a ricané. Occupé comme toujours. Mais tu sais, tout le monde n'est pas fait pour ce genre de pression. Il faut avoir du cran. Il a regardé Ryan. Heureusement que j'ai 2 fils qui n'ont pas peur de diriger. J'ai haussé un sourcil, mais je n'ai rien dit. Ce n'était même plus subtil. Puis il a jeté un coup d'œil au bout de la table vers moi. J'ai pu sentir le moment changer avant même qu'il n'ouvre la bouche. Et puis il y a le perdant assis à la table, a-t-il dit en me désignant d'un sourire narquois. Tu fais toujours semblant d'être le mouton noir, hein. Les rires ont explosé. Jake s'est presque étouffé avec sa boisson. Ryan a ri si fort qu'il a dû frapper la table. Ma main est restée pliée sur mes genoux. Je n'ai pas cligné des yeux. Je n'ai pas souri. J'ai juste attendu. Lorsque les rires se sont finalement tus, je me suis levé, lentement, calmement, comme on se déplace lorsqu'on connaît déjà la fin de l'histoire. En fait, je t'ai apporté quelque chose, papa, ai-je dit en sortant l'enveloppe de mon sac à main. Un petit cadeau pour la fête des pères. La pièce s'est figée. Même l'air semblait s'arrêter. J'ai parcouru la longueur de la table et j'ai placé l'enveloppe directement devant lui. Il l'a regardé, perplexe. Qu'est-ce que c'est? Ouvre-la, tout simplement, ai-je dit, puis j'ai reculé et j'ai croisé les bras. Il a déchiré le rabat avec une certaine théâtralité, comme s'il s'attendait à une blague ou à de l'argent. Ses doigts ont déplié le papier, et alors que ses yeux commençaient à parcourir les mots, la couleur de son visage a changé. D'abord la confusion, puis l'incrédulité, puis une lente horreur rampante. Qu'est-ce que c'est que ça, a-t-il demandé en levant les yeux vers moi, les yeux plissés. Tu te souviens d'Anderson Tech? L'entreprise pour laquelle tu as travaillé ces 10 dernières années, ai-je dit doucement. Elle a changé de propriétaire. Un temps. Je l'ai achetée, ai-je poursuivi. Par le biais d'une acquisition silencieuse, effective la semaine dernière. Le silence a été immédiat, assourdissant. Je me suis penché légèrement et j'ai ajouté, alors non, je ne suis pas la perdante à table. Je suis la femme qui vient de devenir le patron de ton patron. Il a ouvert la bouche, mais aucun mot n'est sorti. Jake avait l'air pâle. Ryan a laissé tomber sa fourchette. Et cette voiture dehors, ai-je dit en regardant vers la fenêtre. Elle faisait partie de la présentation, mais je la reprends maintenant. Je me suis retourné sans attendre la permission, je suis sorti et je me suis glissé sur le siège conducteur. Le bruit du moteur a rugi, et juste au moment où je m'éloignais, je l'ai entendu. Son cri, venant de la porte d'entrée ouverte. Ce n'était pas de la colère. C'était de la peur. Le moteur de la voiture ronronnait régulièrement alors que je m'éloignais de la maison. Je gardais les yeux fixés sur la route, le poids de ce que je venais de faire s'installant dans ma poitrine. Ce n'était plus une question de vengeance. C'était quelque chose de bien plus profond. Pendant des années, je m'étais laissé rétrécir dans l'ombre d'une famille qui ne m'avait jamais vraiment vu. Et maintenant je me tenais droite, projetant une ombre qu'il ne pouvait ignorer. Mais le poids du moment n'était pas la seule chose qui me tirait. Je savais ce qui se passait derrière moi. Je pouvais le voir aussi clairement que si j'étais encore assise à cette table, entendant le silence assourdissant qui a suivi mes paroles. Je n'étais plus là, mais mes actions parleraient plus fort que tout ce que j'aurais pu dire. À l'intérieur, les mains de mon père tremblaient alors qu'il tenait le papier. Il regardait le papier puis ses fils, ses lèvres bougeant comme s'il essayait de trouver des mots qui ne venaient pas. Je pouvais voir la panique commencer à éclore, se glissant dans chaque muscle de son corps, se répandant comme un virus. « Papa » demanda Jake, la voix soudainement petite. Il se leva, se dirigeant vers l'endroit où papa était assis, figé, le papier toujours fermement serré dans ses mains. « Qu'est-ce qui se passe »
Ryan, toujours aussi sûr de lui, s'était déjà levé également, essayant de jeter un coup d'œil par-dessus l'épaule de leur père. Qu'est-ce que c'est? On dirait, attends, est-ce que c'est vrai? Papa n'a pas répondu. Ses yeux étaient rivés sur le document, ses doigts effleurant les mots, mais ne parvenant pas à leur donner un sens. Les mots sur la page étaient assez simples, mais pour lui, ils étaient une condamnation à mort. Je pouvais déjà entendre leurs questions dans ma tête, la panique, l'incrédulité, la ruée frénétique pour comprendre ce qui se passait. Ils avaient toujours compté sur lui pour les réponses. Maintenant, les réponses s'échappaient, et ils ne pouvaient rien faire pour l'arrêter. Finalement, Jake n'a plus supporté le silence. Papa. Qu'est-ce que ça dit? Qu'est-ce qui se passe? Papa leva les yeux, le visage pâle, la bouche s'ouvrant et se fermant comme s'il ne pouvait pas reprendre son souffle. C'est un transfert de propriété, murmura-t-il d'une voix faible. Une inversion d'actifs, tout, l'entreprise, la maison, mes actions. La panique dans sa voix était palpable. Ses fils se sont figés. Ryan a cligné des yeux avec incrédulité. Attends, tu es en train de me dire que ce document signifie qu'elle possède tout? La prise de conscience les a frappés comme une gifle. Le silence s'est approfondi, mais cette fois, ce n'était pas gênant. C'était suffocant. Mon père avait toujours été le pilier, celui vers qui tout le monde se tournait pour la stabilité. Mais maintenant, c'était lui qui était à genoux, son empire s'écroulant sous ses yeux. Ses fils ne savaient pas comment gérer la situation. Jake recula de la table en titubant, le visage devenant rouge. Comment diable a-t-elle? Comment a-t-elle pu faire ça, siffla-t-il, sa voix montant dans la colère. Elle n'est rien. C'est nous qui avons travaillé pour ça. Comment a-t-elle pu? Papa leva une main tremblante, son esprit essayant encore de rattraper l'ampleur de ce qui venait de se passer. Elle n'est pas rien, dit-il, la voix tremblante. Elle est tout. Ryan fronça les sourcils, son arrogance antérieure remplacée par l'incertitude. Qu'est-ce que tu veux dire, papa? Que se passe-t-il? Comment a-t-elle pu? Elle possède tout, dit papa, sa voix à peine un murmure. Elle possède l'entreprise. Elle possède la maison. Tout. Tout ce pour quoi j'ai travaillé, c'est à elle maintenant. Les mots sont restés suspendus dans l'air comme une condamnation à mort. Les fils qui avaient autrefois adoré leur père, qu'ils avaient vu comme le roi de leur monde, étaient maintenant confrontés à une réalité qu'ils pouvaient à peine comprendre. Ils ne l'avaient même pas considérée comme une concurrente. Pour eux, j'étais l'ombre, l'oubliée, celle qui n'était pas assez bien. Mais maintenant, c'était moi qui détenais le pouvoir. Je ne comprends pas, dit Jake, la voix tremblante maintenant. Comment a-t-elle pu? Quand est-ce arrivé? Pourquoi ne le savions-nous pas? Papa leva enfin les yeux, le visage marqué par la défaite. Elle ne voulait pas que vous le sachiez. Elle n'avait pas besoin de vous le dire. Elle n'a pas besoin de nous. Ryan fit un pas en arrière, essayant de se ressaisir. Mais comment a-t-elle obtenu autant? Comment? Elle n'a rien demandé, dit papa, la voix froide maintenant. Elle a juste pris. La pièce était figée dans l'incrédulité, le sillage de la trahison, de mon ascension tranquille et calculée, s'installant sur eux tous. Pour la première fois de leur vie, mes frères ont été forcés de confronter la réalité à laquelle ils avaient été si aveugles pendant des années. Je n'étais pas l'échec qu'ils pensaient que j'étais. J'étais celle qui avait travaillé en silence, sans applaudissements, sans validation. Et maintenant, tout ce dont il dépendait était à moi. Mon père laissa échapper un long soupir rauque. Elle est plus intelligente que je ne le pensais, murmura-t-il, la voix à peine audible. Et je ne pourrai jamais revenir en arrière. La peur, la panique, tout était là, écrit sur leur visage. Mais pour moi, c'était le début de quelque chose de nouveau. Le début de ma prise de place dans le monde. Non pas comme la fille oubliée, mais comme la femme qui avait enfin gagné le droit d'être vue. Je n'ai pas regardé en arrière en quittant cette maison. Le poids qui me pesait depuis si longtemps, le besoin constant de faire mes preuves, la soif d'approbation qui ne viendrait jamais, se sont enfin envolés. J'avais réussi, non pas parce qu'ils m'avaient reconnu, mais parce que je m'étais reconnu moi-même. Le téléphone bourdonnait de messages. La famille se démenait, essayant de comprendre ce que j'avais fait, pourquoi j'étais parti si soudainement et ce que signifiait ce papier. Je savais qu'il serait en état de choc, surtout mon père.
Mais je m'en fichais. J'avais déjà pris ce dont j'avais besoin d'eux, le pouvoir de me débrouiller seul, de m'éloigner de tout ce que je pensais autrefois avoir besoin. Je n'étais pas la fille qu'ils ignoraient toujours. Je n'étais pas la fille qu'ils pensaient pouvoir contrôler ou rejeter. J'étais ma propre personne maintenant, libérée des chaînes de leurs attentes. Au fur et à mesure que la soirée avançait, je savais qu'ils étaient probablement encore assis là, à regarder ce papier, à essayer de comprendre l'ampleur de la chose. Mon père, qui avait toujours rejeté mes efforts, comprendrait maintenant de quoi j'étais capable. Mais il serait trop tard. Toutes ces années de négligence, à me traiter comme une seconde zone, l'avaient finalement rattrapé. La maison ne serait plus jamais la même. L'équilibre des pouvoirs avait changé, et je n'étais plus celle qu'il pouvait manipuler ou ignorer. Les frères et sœurs qui s'étaient toujours disputé son affection, qui ne m'avaient jamais vu comme une véritable égale, comprendraient enfin que je n'étais pas qu'un acteur secondaire dans leur monde. Je n'avais pas besoin de leur approbation. Je n'avais pas besoin de leur amour ni de leur reconnaissance. Je m'étais créé une vie qui ne dépendait pas d'eux. J'avais réussi, j'étais indépendante et enfin en paix. Et quand je me regardais dans le miroir,